Express. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rex. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Bonjour Cyriac. Salut Janice, comment ça va? Je vais bien. Aujourd'hui, on va parler de... Pas de suspense, pas de devinette, on va parler du Rwanda. C'est chaud là à l'heure, c'est chaud actuellement. Oui. Alors, c'était le 30e anniversaire du génocide il y a quelques jours maintenant. Donc, on va évoquer rapidement cette période avant de plonger dans le sujet qu'on a envie d'aborder. C'est ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Rwanda, il y a eu un génocide il y a 30 ans. Un génocide, c'est quoi? C'est quand on il y a une fait épuration ethnique. Un nettoyage ethnique et on éradique une population, en fait. C'est ça. Donc, c'est ce que le Rwanda a malheureusement connu il y a 30 ans, comme on l'a dit. Et on veut essayer de comprendre comment est-ce que tout ceci s'est déroulé. Alors, ce qu'il faut savoir... Mais c'est surtout, on veut savoir comment on quitte de là à devenir le premier exportateur de coltan pour la 5e fois de suite. Tu as gâté le suspense. Là, ça me choque, là, les gars. Moi, je suis choqué. Là, c'est incroyable. Alors, comment on peut exporter du coltan sans avoir de coltan? Bref. On en vient. J'en viens, comme diraient mes amis ivoiriens. J'en viens. Donc, le Rwanda, c'est deux ethnies principalement, donc les Hutus et les Tutsis. Exactement. Les Hutus étant majoritaires à 85% et les Tutsis, c'est la minorité à 15%. Et la tribu nomade, ceux qui avaient les troupeaux, exactement. le bétail, ce qui s'est passé, c'est que pendant la période coloniale, les Occidentaux ont choisi de plutôt mettre en avant l'ethnie minoritaire, c'est-à-dire les Tutsis, à qui on confiait plutôt les postes un peu administratifs, de cadre, etc. Ça a exacerbé un peu on va dire les tensions. Voilà, les animosités entre ethnies, on va dire ça comme ça. Donc finalement, il y a eu la décolonisation, l'indépendance, etc. On fast forward jusqu'en 1990, où là, du coup, il y avait vraiment des rebelles Tutsis, comment ils appellent, le FPR a été formé, etc. Et c'est les Hutus qui étaient plus ou moins au pouvoir. Et il y avait une petite partie rebelle de Tutsis qui... En fait, c'est comme si on avait chassé les Tutsis plus ou moins du Rwanda. Et il y avait une petite coalition qui s'est organisée en groupe, le FPR. C'est les accords d'Arusha. C'est ça, avec à la tête Paul Kagame, justement. Voilà. Donc, c'est dans tout ce woyo bouyou là, le président a finalement été assassiné en plein vol. Là, c'était ultra choquant en 1994. C'est ça. Et à la suite de cela, se serait préparé dans les alcôves. Et il paraît que c'est à l'ambassade de France que ça s'est fait. Le futur gouvernement Hutu extrémiste qui s'est formé et qui ensuite est allé vers le génocide. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à avoir l'épuration systématique et totale de tous les Tutsis présents sur le territoire, parce que le but, c'était l'éradication totale. Il y a eu entre 800 000 et 1 million de personnes qui ont été tuées en 100 jours, c'est-à-dire un peu plus de 3 mois. Jusqu'à ce que finalement il y ait la fameuse, j'ai résumé les amis, il y ait la fameuse opération turquoise de la France qui est venue sous couvert d'un mandat de l'ONU pour aider à arrêter. Mais à la base même, ils sont pas venus en tant que militaires pour arrêter le conflit. C'était même censé être une mission humanitaire. C'est ça. Dire à quel point c'était compliqué. Et jusqu'à présent, la France n'a pas totalement reconnu son rôle dans ce fameux génocide-là. On a Macron récemment qui a dit que la France n'avait pas la volonté de résoudre ce qui s'est passé du coup au Rwanda. Du coup, ça nous fait basculer du coup à là. Comment, selon toi, du coup, on va quitter de là à une situation génocidaire qui a été très douloureuse pour le peuple rwandais à premier exportateur de coltan, accusation de la part du Congo d'interférence au niveau des terres, pillage des ressources. Comment, selon toi, on peut quitter de être un peuple opprimé à opprimer les autres techniquement? Bon, si on prend l'aspect psychologique, celui qui a été victime de raquettes ou quoi, plus jeune, a beaucoup plus de chances de répéter le cycle, en fait. Je prends un exemple ultra simple. Quand tu étais en 6e, il y avait toujours les plus grands qui venaient bousculer dans les couloirs et tout. Et toi, tu te disais, tu étais choqué, tu te disais, mais pourquoi ils me font ça? Et tu remarques que quand toi aussi, tu arrives en 3e, moi, je ne l'ai pas fait, par contre.
elle est trop parfaite, la Go. Je l'ai pas fait. Et quand tu arrives en troisième, toi aussi, tu te mets à bousculer les petits. C'est les cycles qui se... Mais est-ce que c'est une raison? Bon, c'est vrai qu'on justifie un peu le truc, mais est-ce que c'est une raison? Là, je vois un peu les... J'essaie de me renseigner un peu. Je vois que la première guerre du Congo a débuté en 96. Il y a trop de ressources et de richesses au Congo, ce qui fait que ça, forcément... Mais est-ce que ce n'est pas des choses qui peuvent se négocier, enfin, qui peuvent Je comprends pas, en fait. Comment tu veux négocier quelque chose quand la chose ne t'appartient pas et tu ne veux pas que le vrai propriétaire puisse jouir de ses biens comme il veut? Tu peux pas négocier, tu vas aller faire la guerre, forcément. Mais après, c'est des trucs, tu vois, c'est des choses auxquelles on peut négocier. Moi, je voyais, par exemple, je sais pas, une usine de transformation de coltan au Rwanda, et puis l'extraction du coltan en RDC. Tu vois, je pense que c'est peut-être là, il y aurait eu un échange équivalent, il y aurait eu quelque chose peut-être de plus intéressant. Mais pourquoi autant de morts? Je comprends pas. Surtout que Kagame, on va dire, vient de ça, en fait. Il vient de ça. Donc, moi, je me base que sur ce que, du coup, Tshisekedi, avant les élections, du coup, avait proféré, comme quoi il allait envoyer l'armée du Congo au Rwanda. Il y avait eu des menaces. Il y a eu des files qui ont leaké de la part qui avaient des accords internes entre les États-Unis et le Rwanda pour l'exploitation des mines de coltan en RDC. Je comprends pas. Et puis, même en termes de taille, enfin, quand tu regardes la RDC sur la map et que tu regardes le Rwanda, enfin, que tu regardes même les deux Congos mélangés, tu regardes le Rwanda, enfin, il n'y a pas photo. Bon, comme tu as dit, le Congo, est-ce qu'il est très grand pays, ressources minières, tout ce que tu veux à profusion? Forcément, ça attire la convoitise. Le Rwanda, beaucoup plus petit, mais en bon développement économique et tout. Et comme tu l'as dit, s'ils ont derrière eux les États-Unis, on sait comment ça fonctionne, ces trucs-là. Donc, il y a forcément, comment dire, un lien qui permet d'accomplir ce qu'on veut accomplir. Et dans la mesure où il y a la guerre dans la région, le Nord Kivu, etc., cette guerre-là, elle est menée pourquoi? Toujours dans des situations de crise comme ça facilite toujours les extractions clandestines, parce que c'est ce qui se passe, ils appellent ça le smuggling en anglais. Oui, c'est ce qui se passe. Marché on smuggle les minerais et ça finit par arriver au Rwanda, le fameux coltan. Il y en a beaucoup qui fuitent et qui arrivent au Rwanda. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à déterminer la traçabilité du coltan rwandais à la base. Mais bon, moi, j'ai regardé les chiffres. Là, ils sont premiers. Donc là, on part sur la base du déclaratif. Ça veut dire qu'ils ont exporté environ 2000 tonnes. Oui, c'est ça, exactement. 1900. Et le 2070 tonnes, je crois. Et la RDC est à 1918 tonnes. OK? Ça, c'est sur du déclaratif. Oui. On ne compte pas ce qui est dans le marché noir. Donc déjà, comment sur du déclaratif, tu peux avoir plus de coltan sans avoir de coltan chez toi? Mais c'est pareil. En fait, moi, je pense que c'est les situations de guerre qui provoquent ce genre de situation. Je vais te prendre un parallèle. À l'époque où il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, producteur numéro 1 de cacao, etc., on n'était plus numéro 1, c'était pays frontalier, et le Burkina, si je ne me trompe pas, qui était devenu producteur numéro 1 de cacao. Pourtant, il n'y a pas réellement de cacao au Burkina. Tout ça, c'est le smuggling. Donc, c'est une manière détournée peut-être de... Donc, les différentes instabilités, du coup, qui sont dans la région... Là, ça joue en faveur peut-être du pays frontalier qui en profite pour extraire et profiter en fait du minerai du Congo sans avoir à faire plus d'efforts que ça. Ok, d'accord, je vois. C'est ce que je me dis. Bon, est-ce que c'est intéressant pour les Congolais? Clairement non. Mais pour le Rwanda, vu que c'est via des intermédiaires que ça se fait, pour eux, c'est tout bénef. C'est une manne financière. C'est tout bénef, voilà. Donc quand après il y a, et surtout, ce qu'on a remarqué, c'est que ce conflit dans le Nord Kivu, personne n'en parle réellement. La communauté internationale, tout le monde ferme les yeux. Parce que le coltan, c'est genre le minerai ou le composant qui est à la mode. C'est comme le vibranium. C'est comme le vibranium dans Black Panther. On utilise dans beaucoup d'appareils électroniques et autres, donc les enjeux sont colossaux. Exactement. Peut-être même les appareils avec lesquels on filme cette émission. Mais c'est vrai, c'est réel, tu vois. Et si les Américains sont derrière le Rwanda, c'est que sûrement quand le Rwanda finit de produire la
ça doit envoyer de l'autre côté là-bas. J'ai pas envie de citer Tesla ni autre truc parce qu'on sait pas leurs applications, mais tu vois un peu que si on commence à relier les branches et autres, Samsung, ça peut faire, etc., ça peut faire beaucoup de protagonistes, qui fait beaucoup de protagonistes, qui fait que forcément la situation va mieux arranger les uns que les autres. Ouais. Voilà. Et ton avis, du coup, ça serait quoi une solution de sortie de crise? Une solution de sortie de cette crise-là, là, je pense que le problème des pays, souvent, c'est cette forme d'ego là qu'on met en avant et on n'arrive pas pareil. Autant les Rwandais ont envie que les Français reconnaissent qu'ils ont fait le génocide. Là. Exactement. Autant, est-ce que ce serait pas bien de se dire, Joe, on smuggle votre coltan là, bon, c'est vrai, c'est pas bien ce qu'on fait, trouvons un accord, comme tu disais dès le début. Et bon, vous avez la matière première, c'est vrai qu'on aime bien votre matière première, ramenez-la nous, on l'achète à un prix qui est fair, on transforme, comme tu dis, truc, et puis on passe à autre chose. Quand on le dit comme ça a l'air tellement simple, mais je suis sûre que finalement, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est aussi simple que ça. S'asseoir, trouver peut-être des accords qui sont mutuellement bénéfiques. Oui. Parce que c'est vrai que, bon, si la situation étant là, si tu dis juste laisser nos ressources, bon, ça va pas changer forcément la situation. Et j'ai envie de te dire aussi, mais on peut pas passer le temps à se plaindre, à vouloir dire que on va dénoncer les accords coloniaux, les Français nous acculent, on peut pas faire de business et autres. Et entre nous-mêmes Africains, on va avoir les mêmes réflexes. C'est vraiment ça qui est dommage. C'est aberrant en fait. C'est vraiment ça qui est dommage. Peut-être que ça serait même un sujet de live, vu que là on est dans le 30e anniversaire du Rwanda et que Rex est en plein dedans. Donc du coup, peut-être qu'on pourra faire un live là-dessus. Personnellement, bon, je veux pas trop m'avancer, vu que c'est une histoire Congo-Rwanda. On va laisser peut-être les Congolais et les Rwandais qui sont sensibles à la situation un peu nous éclairer un peu sur ce qui se passe du coup sur place entre les deux pays. Mais honnêtement, moi, c'est un truc vraiment, c'est affolant, quoi. Et comme tu dis, quand tu fais le relationnel, bon, les Rwandais dénoncent les Français, oui, dénoncez, dites ce qu'ils ont fait et tout. Ok, il n'y a pas de souci, mais vous-même, vous ne mettez pas à plat sur ce qui se passe sur le Congo. Et là, on ne peut plus dire que c'est des on-dit. On a des dossiers qui ont leaké, des choses qui sont arrivées à l'ONU, Kagame qui menace même de révéler qui est vraiment derrière l'affaire et qui en profite. Donc, je pense que le dossier est ouvert aujourd'hui. Tshisekedi, il a disparu. Il avait dit oui, je vais faire ci. Une fois qu'il a gagné, on ne le voit plus. Vraiment, honnêtement, comme le joueur de la CAN disait, j'espère que justice de Dieu il y en aura, quoi. C'est tout ce que je peux leur souhaiter. Et franchement, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Je vais te laisser conclure parce que ça m'émeut trop cette situation. Non, c'est vrai, c'est affligeant en fait. Alors les gars et les go, amis congolais et congolaises, amis rwandais et rwandaises, nous on ne prend pas de parti. On veut juste aider les gens à mieux comprendre et à décrypter ce qui se passe. Alors, si vous avez des infos et si vous avez vos opinions, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Investisseur Africain et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À bientôt, Sayak. À bientôt. Force à vous en tout cas.